Bienvenue dans ce nouvel épisode qui s'appelle la philosophie de vente du programme Décoller. Je suis hyper content de vous partager ça parce que ça m'anime énormément de vous parler finalement du coaching en prise de décision. J'appelle ça comme ça puisque les appels de vente sont finalement une opportunité pour faire évoluer votre prospect là où il souhaite aller. Et c'est pas juste un appel de vente où vous vendez votre accompagnement. C'est vraiment l'opportunité en fait de le challenger, de le faire évoluer, de le faire bouger et de lui faire changer son mindset. C'est pour ça que j'apporte beaucoup de valeur et d'importance à ce module pour que vous compreniez en fait que la vente, c'est pas de la vente, c'est vraiment donner envie d'acheter et coacher la personne pour qu'elle change. Et le but de cet atelier aujourd'hui, c'est de vous faire passer d'un taux de conversion peut-être à 10 ou 20%. Quand vous commencez, vous êtes à ce niveau-là. 20%, c'est déjà bien. Et de vous faire passer de 20 à 50% ou même au-delà. Un bon closer aujourd'hui close au-delà de 50%. Ça veut dire plus de un appel sur deux. Quand tu débutes, c'est plutôt un appel sur 10. Donc voilà, l'idée, c'est de t'améliorer chaque jour pour atteindre ces niveaux-là. Donc la vente, c'est pas convaincre et ce n'est pas persuader quelqu'un d'acheter, c'est confronter la personne à ses schémas comportementaux, ceux qui l'ont amené à sa situation actuelle. En fait, comme si elle est là où elle est, c'est qu'elle pense d'une certaine manière qui lui permettent de pas encore passer au niveau supérieur. Et qu'est-ce qui finalement la freine? Ce sont ses peurs et ses croyances limitantes. Et tout au long de cet atelier, je vais prendre les différentes objections qu'on reçoit durant un appel de vente et je vais vous proposer des phrases de solutions ou des hypothèses de réponses que vous pouvez donner et des choses qu'il ne faudrait pas forcément dire. Donc, le rôle du coach en vente, c'est coacher, challenger et ouvrir finalement la possibilité d'adopter de nouveaux comportements pour permettre à la personne de sortir de sa situation. Effectivement, grâce à ces nouveaux comportements, elle va avoir des nouveaux résultats et donc elle va pouvoir évoluer dans sa dynamique. Donc ici, voilà, que ce soit finalement en message privé ou au téléphone, ton travail est relativement simple. C'est t'assurer que la personne reparte avec une prise de conscience et qu'elle change quelque chose, même si c'est petit. Ça doit être simplement positivement perçu par elle. Et tu peux être totalement OK si ce changement ne se fait pas avec toi. Absolument. Donc, l'idée ici, c'est pas que la personne, tu dois absolument lui faire vendre et qu'elle doit absolument prendre ton accompagnement. En fait, si tu pars avec l'idée de simplement l'aider à avancer et de faire le meilleur, ce qui est le meilleur pour elle, en fait, ça va t'amener beaucoup de crédit et potentiellement la personne sera plus à même et elle aura plus envie de prendre ton accompagnement que si tu avais essayé de la closer. Donc, quand tu challenges une personne sans chercher à vendre à tout prix, tu crées immédiatement de la crédibilité, de la confiance et un vrai sentiment de sécurité chez l'autre. Absolument. Donc, ce détachement fait ressentir que tu es là pour l'aider, pas pour la signer. Donc, ça, c'est important d'avoir cet état d'esprit-là, ce détachement-là. Et cette posture-là, finalement, c'est une posture de vente, on peut appeler de vente, mais c'est vraiment une posture de, voilà, je suis ton compagnon et on le verra au fil de cet atelier. Donc, aider sans arrière-pensée change tout. Quand tu te places dans une posture d'aide, sans calcul, tu peux aller chercher beaucoup plus loin, tu peux aller challenger plus fort et puis tu peux surtout dire des vérités plus justes. Donc, la personne accepte plus de choses que lorsque tu es distant. Donc, plus tu es dans cette posture de compagnon d'aide, plus la personne va le sentir et plus elle va accepter aussi. Évidemment, ça passe aussi par des questions. Est-ce que tu m'autorises à te poser cette question? Cette question pourrait te mettre dans une situation inconfortable. Est-ce que tu m'autorises à te la poser? Et donc, parce que ton objectif n'est plus la signature, mais l'évolution de la personne, et c'est exactement ça qui change tout. Donc, fondamental, ici, il y a quelques règles à prendre en compte. Simplement que la règle numéro 1, c'est que vous êtes là pour faire ce qui est le mieux pour la personne en face de vous.
rien d'autre. Et règle numéro 2, c'est que le mieux est systématiquement en dehors de la zone de confort de cette personne. Et règle numéro 3, leur schéma interne va battre contre vous, en fait, pour ne pas sortir de cette zone de confort. Donc voilà, vous avez des petits obstacles à franchir et justement, grâce au questionnement, ça va permettre de faire baisser ces obstacles, baisser ces garde-fous finalement que la personne se met pour qu'elle s'ouvre et qu'elle prenne d'autres décisions, sorte de ses peurs, sorte de ses croyances et grâce à votre questionnement. Donc, ça se résume d'être avec lui, côte à côté, côte à côte, contre ses croyances et peurs face à l'obstacle qui l'empêche de progresser. Vous avez une posture d'accompagnement et de guide pour visualiser les obstacles et l'aider à passer à travers. Car au-delà de ces obstacles qui sont 100% mentaux, il y a les résultats qu'elle souhaite obtenir. Peu importe dans quel domaine de vie, il ne faut donc pas convaincre, qu'elle doit acheter avec vous, ni convaincre que votre méthode marche. Il faut lui montrer comment penser pour dépasser ces obstacles qu'elle a aujourd'hui. Et une fois en fait qu'elle arrive à se changer d'identité, à changer de posture, à se visualiser dans une autre situation, la vente a beaucoup plus de chances de aboutir. Ici, par rapport justement à finalement, la base, c'est prendre le lead de la conversation. On l'a déjà dit en fait dans le cadrage finalement dans la trame de vente, c'est finalement c'est vous qui êtes le leader de la situation et c'est pas l'autre personne qui prend le lead. Donc, on pose le cadre dès le départ. Je vais te poser des questions, t'écouter et on va creuser ensemble ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir les résultats que tu souhaites dans le domaine de vie qui te concerne. Donc, l'objectif n'est pas d'imposer une réponse, mais de créer assez de clarté pour que la personne puisse, avec ses propres ressources, trouver ses propres réponses. Donc, voilà, on pose le cadre. Être transparent sur la posture, je peux t'aider. Si je peux t'aider, je te le dirai. Et si je ne peux pas, je te le dirai aussi. Et on peut évidemment également poser les valeurs du cadre. Par exemple, voilà, on est dans un cadre bienveillant, confidentiel et sécurisé. Je te recommande de faire preuve d'honnêteté et de transparence face à toi-même pour que on puisse aller le plus rapidement au but et pour atteindre tes résultats. Et là, plus la personne, elle garde, plus elle est relaxe et elle se sent bien avec toi, plus tu auras des résultats aussi plus profonds puisque la personne va se détendre. Donc, on pose le cadre. C'est un échange dans les deux sens, un vrai entretien mutuel, pas un interrogatoire à sens unique. Et là aussi, pensez au temps de parole. L'idée vraiment, toujours dans ces situations d'appel, c'est que vous parliez 20% du temps et la personne parle 80% du temps. Si c'est inversé, c'est qu'il y a un challenge. Il faut vraiment vous limiter à poser des questions précises, courtes, pour avoir des réponses qui peuvent être plutôt longues et développées de votre interlocuteur pour que vous ayez de la nourriture pour rebondir. Rien n'est joué d'avance. Voilà. Une fois la clarté posée, on voit si un travail ensemble est pertinent. Tu peux dire non, elle peut dire non. Tu peux aussi décider de ne pas proposer d'offre. Il n'y a aucune garantie de proposition, d'acceptation, d'obligation des deux côtés. Absolument. C'est ce que j'ai dit aussi dans cette trame de vente, c'est pitcher se mérite. Donc, si tu sens que la personne n'est pas qualifié, tu passes pas au pitch puisque pitcher, ça sera une perte d'énergie, une perte de temps et puis surtout, ça va plutôt te rien t'amener et peut-être même t'enlever de l'énergie comme je l'ai dit. Donc, validez toujours l'accord, on pose des questions. Est-ce que ça te convient comme ce cadre te convient? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es OK avec ça? En général, quand on valide la personne qu'elle passe les différents processus. Quand vous êtes dans l'offre, dans le processus d'offre, on valide toujours les étapes avec la personne. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu as des questions? Pour être sûr que la personne, elle comprenne ce que vous êtes en train de lui dire. Est-ce que c'est clair? Ces questions permettent à la personne de rester actrice de l'échange et de pas être juste la spectatrice et de subir.
La posture visuelle et symbolique, visuellement, vous êtes côte à côte face au problème. Elle n'est plus face à son problème uniquement et elle ne parle pas à un vendeur, mais elle parle à un guide. Donc l'humain adore acheter, mais il déteste se faire vendre. Donc si tu actives la posture de vendeur, la personne va instinctivement chercher à se défendre et à s'échapper de la situation. Donc c'est fondamental, hein, quand on se sent closé, qu'est-ce qui se passe? On cherche la porte de sortie et ça justement, il faut l'éviter. On veut savoir aujourd'hui pourquoi elle est là. Hein, toujours important de savoir où est-ce que la personne nous a connus, dans quel contexte, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui elle vient nous voir, qu'est-ce qui a changé pour elle, de où elle vient, où elle veut aller. Donc, on définit définition du problème. Hein. Je suis là car elle veut arrêter de fumer. Ok? Ah oui, ça fait combien de temps et on creuse. Tu as déjà essayé quoi? On veut définir quel est le problème. Attention, le problème n'est jamais ce qu'ils vont vous dire au début. Hein. Le but, c'est pas de savoir comment l'aider, c'est mais qu'elle sache que vous pouvez l'aider. Donc, exemple, en couple ou avec ses enfants, c'est quoi le plus important qu'ils vous aiment ou qu'ils se sentent aimés. Hein. Comme le prospect, ils doivent se sentir aimés et pour les clients compris. Absolument. Donc, voilà. Passer à aller creuser en fait la situation. Souvent, ce qui est proposé, c'est plutôt la surface. Hein. La surface et il faut aller creuser en plus profondeur. En plus profond, pardon. Définition de l'objectif. On clarifie qu'est-ce qu'elle est venue chercher, quel est ton objectif idéal à 3-6 mois, où veux-tu aller, pourquoi, comment, ça changerait quoi dans ta vie, qu'est-ce qui t'a amené finalement à décider cela, pourquoi maintenant. On définit l'objectif, qu'est-ce qu'elle souhaite et qu'est-ce qui t'empêche finalement d'y arriver, quel est l'obstacle, quelle est l'embûche qui ne permet pas d'atteindre ce résultat. Soit elle ne sait pas comment faire et qu'elle a besoin d'aide, soit elle pense qu'elle peut y arriver seule, mais que cela va prendre beaucoup de temps et qu'elle va faire des erreurs. Donc voilà, ça c'est un petit peu les deux options qui se présentent. L'option où elle est déjà prête, elle sait qu'elle a besoin d'aide, et l'autre qui se dit je peux y arriver seule, même si ça me prend du temps. Connaître la motivation de la personne, absolument important. Sur une échelle de 1 à 10, combien tu veux vraiment changer et atteindre ton objectif, hein, et quel est le niveau d'engagement dans cette conversation, à quel point tu es engagé vers ton objectif. Ça permet en fait de couper court avec les gens pas motivés, déterminés, par exemple. Donc ça, c'est fondamental puisque ça sera des éléments pour amener la personne dans un futur rendez-vous, hein, surtout un R2 si vous faites vos appels en 2 fois. De nouveau, ce qui est intéressant, c'est si vous faites des appels en 2 fois, vous pouvez couper assez court avec cette personne-là, ou en tout cas, n'allez pas vous pouvez aller jusqu'au bout de l'appel ou couper immédiatement, mais grâce à ces appels en 2 fois, vous savez que de toute façon, vous pitcherez jamais cette personne-là. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir? Donc ça, c'est intéressant comme question. En fait, ça permet à la personne, c'est une question très ouverte et qui permet, est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas discuté aujourd'hui? Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais me dire? Donc, une fois qu'on a toutes ces informations, on a les éléments pour soi, lui dire qu'on peut l'aider et vous lui offrez une autre personne et vous lui offrez une autre proposition, donc soit une autre personne si cette personne vous pouvez pas l'aider, soit une autre ressource où vous sentez que vous pouvez l'accompagner et là vous allez simplement lui proposer un nouvel appel pour lui proposer vous allez lui montrer comment vous pourriez bosser ensemble. Et là, vous déroulez l'offre. Puis quand vous annoncez le prix, vous gardez le silence. Et c'est pas de meubler ce moment-là. C'est vraiment le silence. Vous regardez la réaction de vos prospects et vous attendez que lui réagisse. Donc c'est super intéressant. En tout cas, ce moment-là, ayez cette confiance, d'être à l'aise avec les silences. Et surtout, ne meublez pas. Respirez, dites-vous que vous pincez et puis vous dites maintenant c'est le moment de me taire et d'écouter la personne ce qu'elle va me dire, puisque c'est un moment très intéressant puisque là va commencer finalement un petit peu le traitement des objections puisque jusqu'à ce moment-là
vous avez posé vous avez posé des questions et vous avez posé des questions pour lever les objections, mais à ce moment-là, vous allez vraiment voir si vous avez bien levé les objections, parce que c'est à ce moment-là qu'on va voir si la personne achète ou si elle commence justement à trouver d'autres excuses, d'autres problèmes, d'autres objections qui viendront sur le chemin. Donc ensuite, on rentre, comme j'ai dit, dans le traitement des objections et là, on va justement dérouler ces différentes objections au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi contre la personne, c'est toi et moi ensemble. Donc, on va vraiment ensemble se dégommer ces objections et justement, comme je dis, la vente, c'est du coaching en prise de décision pour leur faire mettre dans la tête les bons patterns de décision qui vont les servir. Donc vraiment, c'est aussi les faire sortir d'un sort de schéma dans lequel ils sont, parce que les gens sont dans des schémas de croyances, de peur, et ils tournent en boucle et donc ils avancent pas. Et si vous êtes là la personne qui arrive à leur amener ce déclic, ils vont vous remercier et potentiellement ils vont prendre votre accompagnement. Donc l'objectif du temps, c'est pas le bon moment pour moi. L'objectif financier, c'est peu. Je peux pas mettre autant d'argent aujourd'hui. L'objection confiance en elle et en la méthode, ça va marcher pour moi. L'objection autorité, je dois en parler avec X, Y, Z. Et l'objection évitement, je dois réfléchir et je reviendrai vers toi. Donc ces objections sont toutes des conneries. C'est ce qu'ils ressentent à ce moment-là, mais ce n'est pas vrai. C'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est bien plus profond que ça. C'est aller traiter une peur, une croyance et une émotion qu'on doit aller chercher. Tant qu'on va pas chercher ça, en fait, on passe totalement à côté de la vente. Donc ici, pour le traitement des objections, quand la personne vous dit c'est pas le bon moment pour moi, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Alors, il y a différentes options. J'ai pris l'option où j'ai mis en brun les options qu'il faudrait pas poser. Donc, quand c'est le bon moment. On ne pose jamais la question du quand, car s'il dit dans 6 mois, c'est foutu et voilà, c'est pas idéal comme réponse. Tu veux repousser cela encore combien de temps? C'est plutôt culpabilisant et ça marchera pas vraiment. Par contre, tu peux poser la question, ok, je comprends. Donc, en empathie, pour toi, ce serait quoi le bon moment? Concrètement, à quoi ça ressemblerait? Et là, on essaie justement d'aller voir dans quel élément il est, qu'est-ce que ça serait pour lui, comment il se l'imagine en fait. Et on laisse la personne se projeter. Et puis, tu peux enchaîner doucement. Si tu ne changes rien aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça empire et que ça ne sera jamais en fait vraiment le bon moment. Donc voilà, on la challenge une nouvelle fois. Et est-ce que il faudrait que tu changes et qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes pour que ça devienne le bon moment? Et là aussi, on pose une nouvelle question pour la faire bugger d'une certaine manière et la faire creuser et qu'elle prenne conscience en fait que le bon moment, c'est aujourd'hui et c'est pas dans un futur proche. Donc ensuite, tu demandes l'autorisation. On pose toujours une question d'autorisation si ça peut challenger l'autre. Est-ce que tu me permets de te coacher là-dessus quelques minutes comme avec un client? Voilà. Donc on la met en situation de coaching, même dans un appel de vente. Puisque ça va donner un avant-goût de ce qu'est un accompagnement avec vous. Puis tu poses simplement la réalité. Est-ce que ce n'est pas justement cette difficulté à tout gérer qui t'a amené ici aujourd'hui? Et si tu continues comme ça, quel est le risque pour toi? Donc là, on la met face à sa situation. Et évidemment, on pose une question qui va lui parler. Donc, quand on dit à tout gérer qui t'a amené ici aujourd'hui, c'est vraisemblablement, c'est que la personne nous a dit, voilà, c'est mon challenge, c'est de devoir tout gérer. Et donc, si tu continues comme ça, quel est le risque pour toi? Est-ce que ça va changer, s'empirer? Et là, on la met face à sa situation. Puis là, elle dit, ouais, effectivement, oui, c'est vrai ou il y a autre chose. Donc, la conclusion se fait naturellement. Et si le vrai enjeu, ce n'est pas d'attendre le bon moment, mais de le créer ensemble, volontairement.
de construire une situation où tu es capable, toi, de créer ton propre bon moment. Et là, en fait, vous êtes vraiment en train d'accompagner l'autre. Vous sentez que ces questions-là sont ensemble. Hein, on parle de ensemble, de créer le bon moment ensemble. Toi et moi, on crée le bon moment. Et donc, la personne se sent, waouh, elles se sont entourées. Et donc, ça change totalement de quand est-ce que c'est le bon moment pour toi et tu vas repousser encore cette décision à quand. Hein. Donc, le rappel clé, on ne cherche pas à convaincre avec le dialogue. Les décisions se prennent avec l'émotion, pas avec des arguments rationnels. Donc là, c'est typiquement vraiment un exemple d'accompagnement et de traitement d'objection par rapport au temps. Maintenant, on va rentrer dans la prochaine objection. Alors, petite parenthèse ici, par rapport aux émotions et par rapport aux réflexes du cerveau humain. Donc, qui prend vraiment les décisions, hein? Le néocortex est capable de raisonnement complexe, mais ce n'est pas lui qui décide. Hein? Les décisions sont prises par le cerveau reptilien, hein? C'est celui qui combat la fuite, qui bloque, qui a peur, et le cerveau limbique, donc les émotions, avec les peurs, les envies, les doutes et la joie. Donc, le néocortex, lui, arrive après pour simplement justifier la décision. Donc, avec tes questions, tu vas désactiver le cerveau reptilien, hein, cette peur, cette envie de fuite, tu le mets face à ses problèmes, pas contre elle, hein, tu le mets face avec elle au problème et pas contre. Et puis, tu actives finalement le cerveau limbique, là où vivent les émotions, les peurs et les désirs. Donc, ensuite, seulement le néocortex arrivera pour rationaliser. OK, j'ai peur, donc je vais me trouver une excuse. OK, c'est normal, mais on ne parle jamais au néocortex en priorité parce que ce n'est pas lui qui décide. Donc, ici, j'ai formulé une question, par exemple, dans une paire de chaussures, si tu vois une paire de chaussures dans la vitrine, émotionnellement, tu as envie. Et le néocortex, lui, va dire, OK, j'ai mis de l'argent de côté ce mois-ci, j'ai le droit. Ou le contraire, non, j'ai pas le droit. Donc, c'est la décision, elle est prise, elle était déjà prise avant, finalement, la logique. Hein. Donc, l'émotionnel a pris la décision. Donc, si vous arrivez à toucher l'émotionnel de la personne, vous avez beaucoup de chances de réussite puisque après le néocortex va lui aller dans ce sens-là. Maintenant, par rapport à pardon. Donc si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle ne sait pas le faire seule. Donc prenez conscience de ça. Si la personne a pris un rendez-vous avec vous, c'est que elle a des peurs. Elle a des challenges. C'est pas un hasard hein, qu'elle ait cliqué sur le bouton de prendre un rendez-vous avec vous ou qu'elle a accepté de parler avec vous. C'est qu'elle a des challenges. Et donc, si elle continue exactement de la même façon, elle aura exactement les mêmes résultats. Donc, si elle veut changer les résultats, elle doit changer sa posture. Donc, le bon moment n'arrivera pas seul. Hein, il n'existe pas le bon moment. Le bon moment, c'était hier et le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, les questions ne pas poser car elles bloquent complètement le processus, c'est quand c'est le bon moment hein, à ne pas poser et tu veux repousser ça encore combien de temps et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est culpabilisant. Donc, la vraie posture, tu n'es pas là pour attendre que le bon moment arrive, tu es là pour aider à le créer maintenant avec elle. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche dans l'appel de vente. C'est créer le bon moment ensemble maintenant et pas après l'appel et pas qu'elle doit réfléchir et pas qu'elle doit parler à un conjoint et pas est-ce qu'elle est capable se sentir ça. Et la dernière objection qui peut potentiellement rester, c'est l'objectif financier du budget. Et ça, on peut le traiter aussi dans les objections, évidemment. Avant d'avoir les objections, mais c'est vraisemblablement la dernière objection qui viendra et on la verra tout à l'heure. On la voit maintenant, objection financière. Donc, je ne peux pas payer cela. Hein. Qu'est-ce que vous répondez là par rapport à ça? Je ne peux pas payer cela, c'est trop cher. Il faut pas poser la question qu'est-ce qui se passe si tu investis pas en toi? Tu peux me parler de ta situation financière en ce moment? En fait, ici,
qui se passe, c'est un peu brutal comme question de le poser comme ça tout de suite. Donc, il faut d'abord poser certaines questions d'entrée pour traiter cette objection. Donc, ici, ce que vous pouvez en poser en premier, c'est est-ce que c'est juste une question de prix ou de valeur perçue? Donc, on essaie de comprendre s'il y a un challenge face à ce que vous lui avez proposé, parce que potentiellement, en fait, c'est qu'elle ne voit pas de valeur où il y a un déficit entre la valeur, entre le prix. Le prix est trop haut par rapport à la valeur perçue. Et c'est souvent la valeur perçue qui est le challenge. Donc, normalement, la personne répond que c'est une question de prix. C'est ce qu'elle croit. Ok, donc si là tout de suite tu avais l'argent, on signerait. Est-ce que tu serais prêt à démarrer? On travaillerait ensemble. Donc là, on essaie d'avoir le oui. Ok, donc est-ce que cela t'est déjà arrivé de recevoir une facture qui sort de nulle part et de devoir trouver une solution? Donc là, dans l'éventualité justement où elle continue à avoir ce challenge financier et on essaie de lui rappeler en fait que est-ce que par le passé, elle a déjà vécu cette situation? Oui. Quand c'est important, tu as les ressources pour trouver une solution et être ingénieuse. Juste, oui. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Donc, on essaie d'aller challenger. Donc, on veut vraiment voir que c'est seulement le challenge financier. Si tu avais ce budget, tu te ferais l'accompagner. Donc, on veut vraiment être sûr qu'il n'y a pas autre chose derrière, que c'est seulement le challenge financier. Donc, c'est très important de prendre conscience ici qu'on veut s'assurer que la seule objection finale de cette question, c'est est-ce que c'est seulement le challenge financier. Parce qu'après, si c'est seulement financier, on peut trouver un arrangement. Mais par contre, s'il y a autre chose qui se cache derrière, si c'est un problème de valeur perçue, si c'est un problème de peur, est-ce que je vais y arriver seul, je dois demander à mon conjoint, je vais réfléchir, ces objections-là, on doit les traiter. Donc, on s'assure que le côté financier est le dernier rempart et là, on va pouvoir trouver des solutions avec son prospect. Donc, les vraies objections sont de 3 sortes. On l'a déjà vu ensemble, mais on va le reprendre ici. Elle n'a pas confiance en moi. Elle n'a pas confiance en la méthode, elle n'a pas confiance au service, mais potentiellement, la personne n'a pas confiance en elle aussi. Donc, il y a différents niveaux d'objections à aller traiter qui sont les niveaux de confiance et c'est pour ça qu'on met autant d'importance dans la création de contenu, dans la création d'une conversation aidante. T'es son compagnon, justement pour créer la confiance et lui permettre de passer un niveau de confiance avec vous, puisque c'est différentes couches d'oignons finalement qui permettent d'aller dans votre sens et d'aller acheter votre accompagnement. Donc, mais l'argent, c'est jamais une vraie objection. On peut demander l'autorisation de lui demander « Est-ce que tu veux savoir ce que font les gens qui sont dans ta situation, qui ont rejoint mon programme ?» 80% des objections seront sur le prix, car c'est inconfortable de sortir une somme de 5 à 10 000 euros. Évidemment, on est là pour trouver des solutions avec votre prospect. Donc voilà, on est là vraiment pour l'aider à traverser ses peurs, à traverser ses challenges pour la faire évoluer. L'objection de la confiance. Je ne suis pas sûr que ça va marcher pour moi. Là, ce qu'il ne faut pas répondre, c'est sûr que si tu lances pas, tu hypothèques tes chances de succès. Ok? Oui, tu es unique. Et non. Si tu lui dis tu es unique, il va vouloir une solution unique. Donc ici, ce que tu peux proposer, c'est tu veux dire quoi par là, en fait? Qu'est-ce que tu veux dire ça va marcher? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu me permets que je te pose une question?
Donc là, on va creuser en fait et pensez toujours à creuser en fait ce que la personne vous dit. Et vous pouvez prendre des notes ou prendre des mots-clés. Moi, est-ce que tu peux m'en dire plus? Moi, je comprends pas exactement ce que tu veux dire. T'es pas là, par exemple, donc t'es pas sûr que cela va marcher parce que tu comprends que c'est parce que tu comprends ce que c'est et que tu as décidé que cela ne marcherait pas pour toi. On essaie de la challenger ou parce que tu comprends pas et du coup tu doutes. Donc on essaie de comprendre vraiment qu'est-ce qui la challenge par rapport à si ça va marcher pour elle ou pas. Ça a marché pour des centaines de personnes avant toi. Qu'est-ce qui te fait dire que cela va pas marcher pour toi? Qu'est-ce qui sera différent finalement? Et si elle te répond, j'ai déjà essayé, alors là, ok, tu as déjà essayé combien de fois? 2, 3, 6 fois. Et depuis combien de temps tu essayes? Ok, tu as essayé 3 fois en 2 semaines et tu as décidé que cela ne fonctionnerait pas. Est-ce que tu penses que si on essaye avec une méthode qui a fait ses preuves, ça pourrait marcher aussi pour toi? Donc, on la challenge, on la challenge dans son schéma, dans ses peurs, puisque là, elle a vraiment en fait un problème de confiance et de peur. Donc, si la personne ne comprend pas, on lui pose, est-ce que je peux te poser une question? Tu as déjà roulé en voiture? Ok, tu sais comment fonctionne chaque boulon? Non. Tu sais qu'elle va à destination. Qu'est-ce qui est différent finalement ici? Donc, c'est avoir confiance dans le véhicule et pas de comment ça avance. De nouveau, on vend la destination, on vend la transformation et pas tous les détails de la transformation, puisque si on commence par vendre tous les détails de la transformation, on perd la personne et surtout, vous allez pas, c'est pas toujours sexy de montrer tout l'effort potentiel qu'il faudra faire. Donc on reste, c'est pas ne pas montrer la réalité, c'est simplement la réalité parfois. C'est vous prenez l'avion, il y a des décalages horaires, il y a des mal de tête potentiels, il y a l'air conditionné, on dort pas bien, voilà. Donc c'est pas c'est pas montrer non plus tous les détails parce qu'on va confondre et la personne. Donc, on l'amène sur une autre situation de sa vie où elle ne savait pas tout, mais elle a fait confiance, absolument. Donc, voilà, elle n'avait pas besoin de savoir tous les détails du moteur pour faire confiance à son garagiste. Ici, l'objection de l'autorité, je dois en parler à mon conjoint, un classique aussi de potentiel échappatoire. Donc, on prépare la discussion avec la personne tierce. Là, c'est important d'intégrer cette personne-là, potentiellement, si c'est important, dans l'appel. Et avant qu'elle aille parler à cette personne, on s'assure en fait quelle est toute l'information. À ton avis, qu'est-ce que cette personne va vouloir savoir, par exemple? Est-ce que tu as tous les éléments pour lui expliquer? Ce qui va être le plus important pour elle dans cette discussion? Donc, l'objectif ici, c'est ouvrir un canal de communication et éviter que la peur prenne toute la place. Donc, on reprogramme un rendez-vous avec la personne et tu poses le cadre simple. Je te propose d'en discuter avec cette personne et on se reparle dans 48 heures. Le but n'est pas de signer, mais de voir si il reste des doutes après votre échange. J'aurai peut-être d'autres questions à te poser et on vérifiera ensemble si c'est une bonne idée de travailler ensemble. Donc là, on est ouvert à la discussion et on sécurise déjà le prochain rendez-vous pour s'assurer finalement de faire la vente. L'objection de l'autorité, je dois en parler à mon conjoint. Ici, l'autorité, on prépare la discussion et donc ici, on a 2 fois le même slide. Donc, vous avez bien compris, on passe ce slide-là. Et là, on arrive, pourquoi c'est essentiel? Si elle croit que l'appel suivant sert uniquement à lui vendre ton offre et que la personne avec qui elle a discuté a renforcé une peur, elle ne reviendra pas. Donc, c'est important justement d'avoir, de poser un cadre agréable et en revanche, si l'objectif annoncé est faire le point, clarifier
poser les questions restantes, elle n'a aucune raison d'éviter l'échange. On n'est pas là pour faire signer, on est là pour en parler. Donc voilà, ça fait le lien avec le slide précédent. On est vraiment là pour créer la confiance et pas créer des tensions et des frustrations chez la personne parce qu'effectivement, sinon, elle ne reviendra plus dans votre appel. Donc, évitez les entretiens à 3. Alors, c'est pas conseillé de faire un call avec 2 personnes en face. Effectivement, donc, c'est vraiment préparer la personne, donc la personne qui vous avez en appel, de la mettre en situation avec l'autre, de lui poser les questions de lui poser les questions que l'autre personne pourrait avoir. Mais par contre, effectivement, d'avoir les 3 personnes dans un appel, ça crée de la confusion. Il y a des attentes qui peuvent être différentes. Les craintes sont aussi différentes. Il y a des objectifs qui peuvent être antagonistes. Donc, tu vas perdre facilement finalement ce prospect et ça va être contre-productif. Donc, c'est épuisant et jamais optimal. Donc, vaut mieux parler à une personne à la fois, identifier clairement qui prend la décision et accompagner seulement cette personne dans sa réflexion. L'objection d'évitement, je vais y réfléchir aussi qui revient. Donc là, évidemment, ça, il faut le bannir. Je vais réfléchir, c'est souvent ce qui se passe, c'est que vous êtes la seule personne qui va réfléchir. La personne vous aura oublié après 30 minutes. Donc, posez le cadre avec douceur mais clarté. Est-ce que tu me permets d'être direct Quand j'entends « je vais réfléchir », ce que je comprends, c'est qu'en réalité, tu n'arrives pas à prendre une décision maintenant et c'est totalement normal. On n'a pas l'habitude de décider vite. Et là, le problème, c'est qu'on va raccrocher et la vie va te rattraper. Le boulot, la famille, les obligations. Et cette décision va rester dans un coin de ta tête, ouverte, floue, et ça va juste ajouter de la charge mentale. Donc, on va expliquer ce qui va réellement se passer. On est ouvert et on va aller chercher la vérité, les difficultés à décider où tu manques d'informations. Donc, selon toi, ton vrai challenge, c'est ne pas réussir à prendre une décision rapidement ou c'est qu'il reste des zones d'ombre dont on doit encore parler. Et là, ça laisse la porte ouverte à une clarification de la situation et pas en fait laisser partir la personne avec cette thématique-là puisqu'on n'a aucune idée sur quoi elle va réfléchir. Donc, on veut s'assurer qu'est-ce qui la challenge en fait à ce moment-là. Et on est toujours dans l'émotion. On regarde aussi beaucoup qu'est-ce qui se passe au niveau de la personne quand elle vous parle. Est-ce qu'elle se met en avant? Est-ce qu'elle devient rouge? Est-ce qu'elle bégaye? Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce qu'il y a les yeux gonflent? Est-ce que voilà. Alors, je sais que c'est pas toujours facile de le voir parce qu'on est concentré sur ce que la personne nous raconte, mais des fois, il y a des éléments vraiment marquants et surtout quand vous enregistrez vos appels, vous voyez finalement, la personne est mal à l'aise de sa situation. Alors, il y a des émotions, il faut aller creuser. Parfois, c'est même de la colère face à sa situation parce que suivant le prix que vous avez annoncé, ça l'a challengé. Et elle peut éprouver de la déception, de la colère et de la frustration. Donc, explorer son rapport à la décision. Si elle se dit « j'aime pas décider vite », ok, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre des décisions rapides? Comment ça s'est passé? Souvent bien. Puis, tu montres la logique. Si tu repousses cette décision une semaine sans nouvelle information, est-ce qu'il va réellement se passer quelque chose de positif ou rien du tout? Tu es en train de coacher à sa manière de décider, pas de vendre. Donc, en fait, on essaie de comprendre s'il y a quelque chose qui va se passer chez elle et faire émerger, en fait, la vraie conscience. Le but ici est qu'elle réalise que son absence de décision la maintient dans la même situation. Et qu'un « je dois réfléchir » n'a jamais changé de vie, n'a jamais rien changé. Donc, un nom clair, c'est parfait, on gagne du temps. Un faux nom, une peur déguisée, on creuse pour enlever l'émotion qui bloque. Et pourquoi je vais réfléchir est souvent une fuite. Pour la plupart du temps, c'est la personne a peur, elle n'ose pas le dire, elle repousse à demain, puis après-demain, jusqu'à penser que la peur a disparu, alors qu'elle ne va pas l'éviter et elle ne va pas disparaître. Donc vraiment, voilà, challenger ces moments-là, je vais y réfléchir.
La bonne façon de cadrer la suite, donc tu ne laisses pas partir dans le flou la personne. OK, de combien de temps tu as besoin pour réfléchir? Évidemment, on la laisse réfléchir, c'est pas on la laisse partir, mais on aura creusé en fait, on l'aura challengé, on l'aura vraiment poussé à se challenger elle-même. Dans 2 jours, OK, parfait, on parle dans 2 jours, tu auras laissé émerger les doutes réels et moi j'aurai probablement de nouvelles questions pour toi. On verra ensemble si c'est toujours une bonne idée ou non. Donc on laisse toujours une porte de sortie pour éviter la fuite. Donc voilà, donc ici c'était important pour moi de vous partager ce module parce que le traitement des objections est fondamental. Ça m'a beaucoup challengé au début et voilà, je souhaitais aussi partager ici la philosophie finalement du programme Décoller, qui est le coaching en prise de décision. Et comme vous êtes coach, vous avez déjà tout en main pour poser les bonnes questions. Maintenant, c'est simplement prendre cette posture que vous avez déjà en coaching et de la transposer dans un appel de vente. Et quand vous faites ça, vous avez des énormes résultats. Vous augmentez la confiance auprès de vos prospects, vous augmentez ainsi les ventes et en résumé, on utilise la bienveillance pour challenger la personne, l'aider à dépasser ses peurs et gagner en clarté. Quand il faut dire quelque chose de difficile, on demande la permission, on lui pose une question. Est-ce que tu m'autorises à te poser une question qui est confortable? On pose ça avant. On n'est pas là pour convaincre, mais pour ce qui est réellement le mieux pour elle, même si cela implique de sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'est vraiment important. On n'est pas là, voilà, on fait pas on la convainc pas, mais on la challenge et on la challenge pour qu'elle prenne elle-même la meilleure décision pour elle. Et donc ton rôle, c'est de laisser et de l'aider à avancer, et pas de lui vendre à tout prix sa maison brûle et tu lui montres les sorties possibles. Donc ta certitude de pouvoir l'aider doit être plus forte que ses doutes. Les objections peuvent aussi être travaillées via ton contenu, tes témoignages ou tes cas pratiques, ça je l'ai déjà dit, et seuls 10% achètent tout de suite. Donc le follow-up nourrit les autres et c'est indispensable pour une activité durable. Le marketing montre que tu peux aider. Le contenu mindset montre pourquoi la personne n'est pas encore prête et comment elle peut le devenir. Et une conversation de vente est une vraie session de coaching. Et tu poses des questions, tu guides et parfois, tu demandes la permission de coacher plus directement. Et avec cette méthode, tu vis 50% des appels que tu vas transformer. Au début, comme je l'ai dit, tu es à 10% et plus tu avances, plus tu deviens bon. Donc, j'espère que tu as compris cette philosophie. Elle me tient énormément à cœur. En tout cas, je te souhaite une belle continuation. On va encore, je vais te partager encore une nouvelle capsule et je te souhaite tout de bon et n'hésite pas à me challenger et à poser des questions dans les séances de groupe et individuelles pour que tu puisses être le plus ou la plus performante dans tes appels et pouvoir vivre de ton activité et avoir plus de succès encore que tu as aujourd'hui.